Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation des résultats 2006, qui sont, comme vous l'avez vu dans le communiqué, des très bons résultats. Je voudrais que ça avance, mais ça ne marche pas. On a un problème, hein? Bon. Oui. Voilà, ça y est, ça commence. On va peut-être y arriver. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Voilà, parfait. Donc, ce sont de très bons résultats. Pourquoi? L'environnement général n'a pas été mauvais en 2006, mais très au-delà de l'environnement général, il y a un certain nombre d'éléments spécifiques à AXA qui font que l'ensemble du management considère que cette année est une année de très grande qualité qui permet de rendre totalement visible le fruit des efforts stratégiques et opérationnels qu'on a entrepris depuis plusieurs années. Ça se traduit comment? Ça se traduit d'abord au niveau de l'évolution des chiffres d'affaires. Vous savez qu'on a un plan de long terme qui s'appelle Ambition 2012, que ce plan de long terme suppose la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de croissance des affaires. Si on veut atteindre nos objectifs 2012, il faut qu'on fasse grandir nos activités dans le segment vie épargne retraite de 5 à 10% par an, dans le segment dommages de 3 à 5 et dans le segment gestion d'actifs de plus de 10. Si vous regardez ce que sont les résultats de 2006, sur ces trois segments, on est soit dans les clous, ce qui est le cas du dommage, malgré une compétitivité forte une compétition forte sur ce secteur, soit très au-dessus de ce que sont les objectifs de long terme. C'est le cas de la vie épargne retraite et de la gestion d'actifs, puisque si vous regardez l'évolution du volume des affaires nouvelles en vie, c'est 15% après 11% en 2005. Et en gestion d'actifs, c'est 29% après 14% en 2005. Donc si vous regardez les trois segments d'activité, partout dans le monde on accélère et partout dans le monde on est au-dessus des objectifs 2012. Ceci pour la deuxième année consécutive. Je pense que c'est un bon indicateur du fait que le modèle opérationnel qu'on a choisi est un modèle qui fonctionne. Alors, si on regarde la traduction maintenant, non pas seulement en termes de chiffre d'affaires, c'est la première fois organiquement que le chiffre d'affaires d'AXA aura progressé de 11% d'une année sur l'autre. Mais si on regarde la traduction en termes de résultats, il y a plusieurs éléments avant d'aller dans le chiffre du résultat lui-même qui méritent d'être notés. Le premier d'entre eux, c'est la profitabilité des affaires nouvelles en assurance vie. La profitabilité des affaires nouvelles en assurance vie, elle augmente de 34% d'un exercice sur l'autre. Elle est maintenant pratiquement le double de ce qu'elle était il y a 3 ans. Elle est le double de ce qu'elle était il y a 3 ans. Ceci vient de la combinaison de deux facteurs, vous le verrez tout à l'heure dans ce que vous expliquera Denis Duverne. C'est à la fois les volumes, mais c'est aussi une amélioration des marges dans les différents pays. Amélioration des marges qui est due aux efforts qu'on a fait sur le renouvellement des produits, sur les coûts de fonctionnement et sur l'élargissement de la distribution. 1,5 milliard de valeur des affaires nouvelles, c'est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. C'est un chiffre en très forte progression et c'est un chiffre qui montre que les résultats du groupe ne sont pas faits seulement de l'extraction de profits sur les affaires qui avaient été souscrites dans le passé, mais qui a bien une dynamique compétitive qui s'est créée. En assurance dommage, le ratio combiné continue à s'améliorer. Donc oui, le marché de l'assurance dommage est un marché sur lequel la compétition est forte. Non, ça ne nous empêche pas, loin de là, de concilier croissance et amélioration de la rentabilité. Enfin, en gestion d'actifs, là aussi, les marges augmentent. Ce qu'on appelle le cost income se réduit d'1,5 point. En gestion d'actifs, l'année est une année record à tous égards puisqu'on aura collecté 73 milliards d'euros d'actifs nets supplémentaires, indépendamment de ce qu'est l'appréciation en valeur de marché. C'est un très très fort succès, aussi bien pour AllianceBernstein que pour AXA Investment Managers. Et pour l'essentiel, cette collecte nette vient de clients extérieurs au groupe. Donc ça montre que la compétitivité de nos produits dans ce secteur-là est une compétitivité très forte. Si on regarde le résultat lui-même,
Le résultat opérationnel, il progresse de 20%. C'est la 5e année de croissance, et même d'ailleurs en réalité plus, mais quand on regarde depuis 2002, le track record il est ininterrompu. Pour la première fois, on franchit la barre des 4 milliards sur le résultat opérationnel. Donc vous voyez que année après année, le fruit des efforts qu'on a fait, et surtout je pense la validation du modèle stratégique se fait jour. Vous savez qu'on a choisi un modèle qui est d'être dans un métier, la protection financière, avec une vue de la distribution qu'il faut être multidistribution, et aussi dans un monde d'architecture ouverte, c'est-à-dire dans un monde dans lequel on met nos produits dans des distributions qui ne nous appartiennent pas et on accepte parfois dans notre propre distribution des produits qui ne sont pas les nôtres, notamment en vie épargne retraite. Tout ceci nous conduit à une hausse de 20% du résultat courant, avec un point à noter qui est que le volume des plus-values que nous réalisons sur les portefeuilles actions est à 1,1 milliard d'euros. C'est une réponse par les chiffres à tous ceux qui pensaient qu'il fallait vendre les portefeuilles actions aux périodes les plus déprimées du marché. On a conservé, parce que notre structure de bilan nous le permettait, parce que notre gestion actif-passif le justifiait, une exposition action forte. Cette exposition action, elle paye. On réalise 1,1 milliard d'euros de plus-value. Ça nous conduit d'ailleurs à avoir une vision sur le long terme qui est de relever les objectifs qu'on a dans cette matière. Vous le verrez dans la conclusion. Résultat total résultat courant de 5 milliards 100 millions d'euros, c'est pour nous le record historique, et ça s'appuie sur un modèle opérationnel très solide. Ça nous conduit à proposer un dividende en augmentation de 20% à 1,06 €, ce qui permet aux actionnaires de profiter de ce qu'est la bonne santé du groupe. Et vous verrez tout à l'heure que notre intention est qu'ils ne soient pas les seuls à en profiter. Comment est-ce que tout ceci s'explique? Bien sûr, il y a les chiffres, mais il y a derrière les chiffres des actions qui ne sont pas seulement des actions mécaniques et financières. Il y a la volonté très forte d'améliorer la satisfaction des clients, parce que la satisfaction des clients est un élément essentiel sur la rétention de ces clients. Et vous savez que si on veut augmenter la profitabilité, il faut que les clients soient heureux chez nous, parce qu'un client perdu, ce sont des coûts d'acquisition qu'on n'arrive pas à récupérer et ce sont des marges que l'on perd. On mesure de façon de plus en plus précise ce qu'est la satisfaction des clients. Il y a quelques années, c'était un domaine qui était considéré comme assez soft et à la limite de l'artistique, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est artistique ou pas artistique. Ce que je sais, c'est qu'on le mesure de façon de plus en plus précise et que cette satisfaction augmente parce qu'on mène un certain nombre d'actions pour continuer à l'améliorer. C'est un domaine dans lequel on peut encore faire des progrès assez significatifs. Mais cette augmentation de la satisfaction explique probablement une partie de l'augmentation du chiffre d'affaires. L'autre point important, et tout aussi indissociable du succès, c'est l'augmentation de l'engagement des collaborateurs. Nous sommes dans des métiers de service dans lesquels, si on veut réaliser des performances de long terme qui se distinguent de celles des autres acteurs, il est important d'avoir non seulement l'engagement, bien sûr, des équipes dirigeantes au sens large, mais l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi quelque chose que nous mesurons de façon extrêmement précise et sur lequel nous essayons d'agir. On a un niveau, tous les ans on fait une enquête qui s'appelle Scope, à laquelle répondent, on envoie à peu près 80 000 questionnaires, 65 000 collaborateurs répondent. Donc vous voyez, c'est pratiquement les 2/3 des collaborateurs du groupe qui répondent à cela. Ça nous permet de bien mesurer la perception qu'ils ont de la stratégie du groupe, du leadership, de leur satisfaction ou insatisfaction quant à leur sort. Le taux de satisfaction est élevé, il progresse en 2006, il progresse marginalement, parce qu'il progresse d'un point, mais il progresse. On pense que c'est un domaine dans lequel on peut là aussi s'améliorer. Et on va cette année, parce qu'on pense que 2012 est un projet qui doit bénéficier non seulement aux actionnaires et aux clients, mais également bénéficier aux collaborateurs. On va mettre en place un système qui nous permettra de faire de chaque salarié un actionnaire d'AXA. C'est quelque chose auquel on réfléchissait depuis longtemps. On avait déjà développé assez fortement l'actionnariat salarié au travers des plans d'épargne. On a un nombre assez significatif de collaborateurs qui sont aujourd'hui actionnaires du groupe. Les souscriptions n'ont pas cessé d'augmenter d'une année sur l'autre, mais on est à peu près un collaborateur sur
sur 2 actionnaires. Les collaborateurs sont aujourd'hui, enfin, en dehors des mutuelles, les principaux actionnaires du groupe. Ils détiennent aujourd'hui un peu plus de 5% du capital et 6% des droits de vote. C'est quelque chose qu'on va développer. On va engager une discussion avec les organisations représentatives dans les différents pays pour trouver les meilleures modalités pratiques de mise en œuvre de ce plan. Mais on veut qu'en face de l'ambition 2012, les collaborateurs se disent qu'il y aura quelque chose pour eux, qui participeront au succès du groupe. Et on veut le faire de 2 manières. On veut le faire dans le développement de leur carrière. Et là, on développe un outil qui s'appelle Passeport 2012, qui va consister en fait à donner une perspective pluriannuelle aux entretiens d'évaluation et au plan de développement personnel pour tout le monde. Et à côté de ça, on va donc proposer au vote de l'Assemblée générale une résolution qui nous permettra de, en général, distribuer des actions à l'ensemble des collaborateurs du groupe dans le monde, à l'exception de ceux qui en ont déjà en quantité significative au travers des mécanismes d'option. Et on va proposer une résolution qui porte sur 0,7% du capital, c'est-à-dire à peu près 14 millions d'actions. On va mettre ça en place en fonction de ce que sont les spécificités locales dans le courant de l'exercice 2007. Ça nous permettra de saluer le fait que sur 2004, 2005, 2006, on est en avance par rapport au plan de marche. Et si on continue d'être en avance, on refera probablement quelque chose dans 2 ans. Les dispositifs légaux qui ont été fortement améliorés dans les dernières années nous permettent de faire ça. Bien sûr, pas seulement pour les salariés français, mais pour l'ensemble des salariés dans le monde, puisque 80% des salariés du groupe aujourd'hui sont des salariés qui travaillent dans des pays qui ne sont pas la France. Donc voilà sur l'engagement des collaborateurs. Alors sur le... je ne sais pas pourquoi ce truc, ce matin, ne marche pas. Voilà. En 2006, on a continué à consolider les bases de la performance à long terme. Quand vous regardez ce qu'a été l'évolution du périmètre, l'acquisition de Winterthur est significative parce qu'elle nous permet de très sensiblement augmenter le périmètre du groupe et nos parts de marché dans des marchés clés, mais ce n'est pas la seule. Le groupe a fait 11 acquisitions au cours de l'exercice 2006, la plupart moins importantes que Winterthur, mais néanmoins... On a d'ailleurs, je lis quelquefois le fait qu'il y a une période où on a cessé, entre guillemets, d'être acquéreur. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez depuis 2000, on n'a pas cessé. L'opération la plus significative avant Winterthur, ça avait été Mutual of New York. Winterthur est une grosse opération, ça n'a pas été la seule. Pourquoi le faire? Pourquoi faire des acquisitions? Parce qu'en complément de la croissance organique, c'est quelque chose qui nous permet de prendre pied dans des endroits dans lesquels nous n'étions pas ou de renforcer nos parts de marché. L'acquisition de Winterthur nous a permis de renforcer notre position dans les pays émergents. On a fait indépendamment de ça un certain nombre d'autres acquisitions ou d'autres opérations dans les pays émergents. On a acheté en Grèce la filiale de banque assurance d'une banque grecque avec un accord de distribution sur 20 ans. En Inde, on a un partenariat avec le groupe le plus dynamique en matière de télécommunications mobiles qui s'appelle Airtel et c'est Sunil Bharti qui est l'opérateur derrière. C'est une joint venture en assurance vie sur laquelle on fonde de solides espoirs. On a également au Royaume-Uni, par exemple, acheté un certain nombre de sociétés qui sont dans la distribution, sur le secteur de l'assurance vie Think Destiny, sur le secteur de l'assurance dommage de courtiers, qui nous permettent progressivement d'augmenter notre pénétration dans la distribution. On continue à innover par ailleurs sur tout ce qui concerne la gestion du bilan. C'est un des avantages compétitifs d'AXA que d'être le premier dans un certain nombre de secteurs à ouvrir des voies. On l'avait fait en 2005 avec la titrisation du portefeuille automobile. On a continué en 2006 avec le premier cat bond sur la mortalité. On a continué également à faire évoluer le périmètre en se séparant d'activités dont on considérait que stratégiquement elles n'avaient pas leur place dans le groupe à long terme, et on a cédé AXA Re qui était quelque chose qui marchait bien, mais avec lequel nous n'avions pas de vrai fit stratégique à long terme. Last but not least, en termes de gestion de bilan, on continue d'être actif. C'est aussi un moyen d'augmenter la profitabilité. On a neutralisé l'impact dilutif des obligations convertibles qui étaient en circulation en éteignant, si on peut dire, la clause de conversion. Et on procède systématiquement à des rachats d'actions pour neutraliser la dilution créée par les programmes d'options et d'actionnariat salarié
salariés. On avait transitoirement arrêté ce programme au moment de l'opération Winterthur. On va maintenant le reprendre. Donc vous voyez, c'est une gestion active du périmètre, du bilan, dans une perspective de croissance qu'on obtient parce qu'on mobilise l'ensemble des parties prenantes et notamment les collaborateurs et les clients. Sur le détail des résultats financiers, Denis va maintenant vous en parler. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous donner maintenant plus de détails sur la performance d'AXA en 2006. Vous voyez sur cette page 14 que nous avons une performance qui s'est améliorée sur l'ensemble de nos segments d'activité. L'assurance vie épargne retraite a vu son résultat progresser de 20%, l'assurance dommage de 8%, la gestion d'actifs de 28%, l'assurance internationale de 92%. Alors, ça mérite un mot de commentaire parce que je n'y reviendrai pas. Henri Decastre vous a indiqué qu'on avait cédé l'activité d'AXA Re. Cette activité d'AXA Re avait eu des difficultés en 2005 avec les ouragans américains, Katrina et autres, qui avaient impacté la performance de ce segment. Dans ce segment, il reste maintenant ce qu'on appelle des run-off, c'est-à-dire des portefeuilles en extinction, notamment le portefeuille de réassurance qui était bien provisionné et pour lequel on a dégagé des bons résultats. En termes d'activité courante, on a AXA Corporate Solutions, donc notre activité de grand risque industriel essentiellement européenne et mondiale pour ce qui est de la marine et de l'aviation, qui a eu un bon résultat en 2006, et notre activité d'assistance qui a aussi eu donc AXA Assistance, qui a aussi eu un bon résultat en 2006. Enfin, autres services financiers et holding, un résultat stable, positif sur les autres services financiers, négatif sur les holdings puisqu'il y a essentiellement la charge d'intérêt sur la dette du groupe, mais stable donc sur l'ensemble de l'exercice. Sur l'assurance vie, comme vous l'a dit Henri Decastre, notre performance a été excellente en 2006 en termes d'activité, puisqu'on a eu à la fois une augmentation de 15% de notre volume d'affaires nouvelles qu'on mesure sur une base qu'on appelle APE, c'est-à-dire les primes uniques divisé par 10 plus les primes périodiques. La marge sur ces affaires nouvelles s'est améliorée de 3,5 points pour arriver à 24,1%. Et donc le résultat, c'est que la valeur des affaires nouvelles a progressé de 34% et se situe maintenant à 1,5 milliard d'euros. Donc si on revient sur les différents éléments, d'abord l'activité, donc les affaires nouvelles. Ces affaires nouvelles ont progressé de 15%, mais si on regarde les produits en unité de compte, la progression est de 30%. Et la part des produits en unité de compte dans la production nouvelle, qui était de 45% en 2005, est maintenant de 51%. On voit que cette progression des unités de compte a été très forte, notamment en France, au Royaume-Uni, au Japon et en Allemagne. Au Royaume-Uni, je vais commenter ici l'activité du Royaume-Uni en indiquant que c'est le résultat à la fois d'une réforme du régime des retraites qu'on a appelé A-Day, avec une simplification qui est intervenue en milieu d'année, qui a, je dirais, favorisé l'activité retraite pour AXA comme pour ses concurrents, et d'autre part un grand succès dans les produits d'investissement vendus par notre société à l'île de Man qui vend aux résidents britanniques. Au Japon, une forte progression aussi de l'activité à 16% et également une bonne progression de l'activité en France et aux États-Unis, et je reviendrai sur ces deux pays un peu plus tard. Si on regarde maintenant la valeur des affaires nouvelles, la progression de 34% est spectaculaire. Et là, je vais commencer par les progressions les plus importantes, avec le triplement sur l'Allemagne à 210% de croissance. Ça, c'est le résultat qu'on vous avait annoncé du succès de nos produits en unité de compte à garantie secondaire, le produit qui s'appelle Accumulator aux États-Unis et qui en Allemagne s'appelle Twin Star. C'est un produit d'épargne retraite en unité de compte qui a connu un excellent démarrage, et ce produit a une bien meilleure profitabilité que les produits existants.
Donc je dirais que c'est quelque chose qui est à la fois favorable pour les assurés qui peuvent rester investis en actions pour préparer leur retraite, et les actions sont le meilleur investissement, tout en ayant une protection à la baisse du marché actions, puisque ce qui freine les investissements actions, c'est évidemment le risque de baisse. En Allemagne, on a lancé ce produit, et c'est des lancements de produits qu'on va faire dans tous les pays européens pratiquement dans le courant d'année 2007, et on espère que ces lancements vont nous donner je dirais, une poursuite de la progression de notre marge. Deuxième commentaire, les États-Unis ont une progression de 51%. Cette progression, elle est le résultat à la fois de la poursuite de gains de part de marché sur le segment donc, des produits en unité de compte, ce qu'on appelle variable annuities aux États-Unis, où AXA est le troisième acteur du marché, a consolidé sa position en 2006, et aussi une accélération de notre croissance sur les produits qui s'appellent Variable Life, donc tout produit vie en unité de compte, alors que les autres sont des produits plutôt d'épargne retraite en unité de compte. Là, nous avions, grâce à Money, nous avons pu développer les ventes à travers les réseaux tiers, et donc un très grand succès. Progression très forte également en France, 28%. C'est la combinaison d'une très bonne activité sur les assurances vie collective et également du succès de nos lancements de produits, des lancements de produits qui ont eu lieu fin 2005 sur les produits d'épargne, et des lancements de produits qui ont eu lieu en 2006, notamment sur les produits santé, et donc une très bonne progression à la fois des volumes et de la marge en France. Royaume-Uni, j'en ai déjà parlé, et vous voyez qu'également on a des bonnes progressions en Asie et au Japon. Au Japon, c'est un succès sur les produits médicaux qui se confirme, et également un début de succès sur les produits d'épargne, même si notre produit accumulateur en dollars n'a pas bien fonctionné, ce qui nous a conduit à lancer début 2007 un produit accumulateur en yens qui devrait nous donner des meilleurs résultats. Le résultat, je dirais, le résultat en termes de profit de l'assurance vie, c'est, comme je vous l'indiquais, une croissance de 22%. Cette croissance, elle comporte un certain nombre d'éléments exceptionnels sur les États-Unis avec des remboursements d'impôts, et sur le Japon où on avait eu l'année dernière une progression exceptionnelle du résultat qui ne s'est pas reproduite cette année. Mais au total, si on retire ces éléments exceptionnels, la croissance reste de 21%, donc une croissance tout à fait de qualité et qui nous donne satisfaction. Si on passe maintenant à l'assurance dommages, vous pouvez constater que dans un environnement qui est considéré comme plus concurrentiel, AXA a poursuivi sa croissance de son chiffre d'affaires en assurance dommages avec une croissance de 4%. C'est une croissance qui est à la fois sur les entreprises à 4% et sur les particuliers où la croissance est de 5%, avec un apport net en automobile de plus de 900 000 contrats. Donc on continue à gagner du terrain sur l'assurance automobile, un apport net en habitation de 231 000 contrats. Donc AXA continue à gagner des parts de marché. Si on regarde les pays, on peut constater qu'il y a deux pays qui sortent du lot, qui sont le Royaume-Uni avec une croissance de 7% du chiffre d'affaires, donc une très forte croissance qui est bien supérieure à celle du marché, et ce que je pourrais appeler les pays émergents, vous voyez Turquie, Asie, Maroc, qui eux aussi tirent la croissance du groupe. La croissance de la France et de la Belgique est en ligne avec la croissance d'ensemble. La croissance en Allemagne est plus faible. La pression sur les prix en Allemagne est relativement forte en ce moment, mais on a réussi malgré tout à accroître notre chiffre d'affaires. Cette croissance du chiffre d'affaires ne nous a pas empêché de réduire ce que nous appelons notre ratio combiné, c'est-à-dire la somme des sinistres payés et des dépenses divisées par le chiffre d'affaires. Donc ce ratio combiné a baissé de 0,8 points et se situe à 96,9%, donc un ratio combiné très favorable. Il est le résultat d'une baisse de la sinistralité qui a baissé de 0,9 points, d'une augmentation je dirais de ce qu'on appelle les chargements. Cette augmentation, elle est la combinaison de deux phénomènes en sens contraire, une diminution
du ratio de dépenses, qu'on appelle ici frais d'administration, qui baisse de 1 point, et une augmentation des coûts d'acquisition qui vient essentiellement de ce qu'au Royaume-Uni, on a, je dirais, des accords de distribution qui conduisent à payer des commissions élevées en échange d'affaires qui ont un ratio de sinistralité qui est très favorable. Cette amélioration du ratio combiné, elle s'est produite dans toutes les régions du groupe. La seule exception que vous voyez, c'est Royaume-Uni et Irlande à plus 0,2. En fait, c'est la combinaison d'une amélioration du ratio combiné au Royaume-Uni et d'une dégradation du ratio combiné en Irlande. Le ratio combiné en Irlande est passé d'à peu près 80% à peu près 90%, donc il reste très bon. Mais il y a des baisses de prix très importantes qui ont lieu en Irlande et le ratio combiné se rapproche, je dirais, d'un niveau normal. Au total, donc, on a un résultat technique qui progresse de 190 millions d'euros, des revenus financiers du fait qu'on est en situation de cash flow positif parce que l'activité continue de progresser, qui progresse de 135 millions d'euros. Comme le résultat technique et les revenus financiers augmentent, il est logique que les impôts augmentent et donc au total, on a un résultat dommage qui progresse de 8%. Alors, certains d'entre vous s'inquiètent des tendances sur l'assurance dommage. En fait, on donne ce tableau plein de drapeaux sur des pays européens chaque année, et on constate que les renouvellements reflètent des tendances contrastées entre les différents segments et marchés. Vous voyez qu'à peu près la moitié de nos renouvellements sur le portefeuille existant se sont faits avec des hausses de prix et à peu près la moitié se sont faits avec des baisses de prix. Je dirais qu'il y a plus de drapeaux en dessous de la ligne que l'année précédente, mais il y a encore pas mal de drapeaux au-dessus de la ligne et donc nous ne sommes pas inquiets des tendances sur le portefeuille d'AXA en ce qui concerne 2007. On a une situation un peu plus compétitive, mais nous pensons que nous allons pouvoir tirer notre épingle du jeu puisque les renouvellements se font de façon, je dirais, à peu près neutre en termes d'impact sur le chiffre d'affaires d'AXA. Et donc, on va continuer à chercher à gagner du portefeuille. Et les renouvellements se font à peu près, je dirais, à un niveau proche de zéro si on prend la moyenne de tout ça. Si on passe maintenant à la gestion d'actifs, on peut constater que les actifs moyens de la période qui concernent nos asset managers, AllianceBernstein et AXA Investment Managers, se sont accrus en 2006 de 18%. Les actifs de fin de période, qui sont en bleu sur ce graphique, ont augmenté de 19% pour atteindre 1029 milliards d'euros. Ces 1029 milliards d'euros ne sont pas la totalité des actifs gérés par le groupe. Il faudrait ajouter, et on vous en parlera seulement au mois d'avril, les actifs gérés directement par les compagnies d'assurance et les actifs de Winterthur, puisque nous avons acquis fin décembre. Si on regarde la décomposition de ces actifs, on s'aperçoit que la partie qui est en bleu clair, qui sont les actifs gérés pour compte de tiers, qui représentaient 61,5% des actifs à fin 2005, représente 65% des actifs à fin 2006, ce qui est un gage d'amélioration de la rentabilité, puisque les actifs gérés pour compte propre ont des moindres marges que les actifs gérés pour compte de tiers. Si on regarde les raisons de cette évolution des actifs gérés, il y a trois facteurs qui les impactent. D'abord, une collecte nette, je dirais record en 2006 à 73 milliards d'euros, très forte chez AllianceBernstein à 38 milliards d'euros, très forte également chez AXA Investment Managers à 35 milliards d'euros. Un effet marché positif puisque les marchés actions ont sensiblement progressé, que l'immobilier a sensiblement progressé. Cet effet marché est réduit un petit peu parce que les marchés obligataires se sont dégradés avec une hausse des taux, mais au total un effet marché très positif. Et puis un effet change négatif de 58 milliards d'euros puisque l'euro s'est apprécié contre les autres devises et que nous gérons des actifs dans toutes les devises importantes de la planète. Si on regarde maintenant plus spécifiquement la performance respective de AllianceBernstein et d'AXA Investment Managers, donc la croissance du résultat au total est de 29%, 27% pour AllianceBernstein et 32% pour AXA Investment Managers.
Cette progression, elle est le résultat d'un chiffre d'affaires en progression, respectivement 25% d'Allianz-Bernstein, 38% AXA Investment Managers. Ce chiffre d'affaires d'AXA Investment Managers ne tient pas compte du chiffre d'affaires réalisé avec les compagnies d'assurance puisqu'il est neutralisé en consolidation. Un ratio d'exploitation opérationnelle, donc une performance en termes d'efficacité opérationnelle et de productivité qui s'améliore de 1,5 points et 1,6 points respectivement. Donc au total, une performance très satisfaisante de nos gérants d'actifs. Enfin, je reviens sur la décomposition du résultat. Vous savez qu'on a l'habitude de focaliser l'attention sur le résultat opérationnel qui a progressé de 20%. Ce résultat, on y ajoute les plus-values nettes qui, à 1,1 milliard 130 millions d'euros, ont été supérieures à celles de l'année dernière, ce qui fait que en fait, les plus-values ont progressé comme le résultat opérationnel. Donc le résultat courant progresse lui aussi de 20%. Et puis, il y a un résultat, le résultat net, lui, progresse de 18%. C'est, je dirais, d'abord l'effet de la progression du résultat courant, mais aussi des deux lignes qui sont en dessous, qui sont les gains ou pertes sur actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur et les produits dérivés. Vous savez qu'en IFRS, ces instruments financiers sont comptabilisés en valeur de marché et tous ne qualifient pas ne sont pas acceptés comme instruments de couverture, ce qui fait que même s'il y a autre part dans le bilan un élément qui varie dans le même sens, on va prendre l'impact en résultat. Cette année, cet impact était négatif de 226 millions d'euros. C'est essentiellement l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Les opérations exceptionnelles cette année ont eu un impact positif, c'est l'impact des changements de périmètre du groupe. Il y a là essentiellement trois choses. La plus-value sur la vente de l'activité d'AXA Re pour 66 millions d'euros. Un profit de dilution, c'est-à-dire un profit provenant de ce que il y a eu des exercices d'options chez AllianceBernstein qui ont fait que notre pourcentage de détention s'est légèrement réduit. Et puis un remboursement d'impôt venant de la vente de DLG qui a eu lieu en 2000. Au total, donc, un effet positif. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Henri de Castres. Bon, on pensait qu'il était utile de faire un petit point sur l'intégration de Winterthur, hein, puisque, au fond, les questions qui nous ont souvent été posées après qu'on ait annoncé l'acquisition, c'était mais est-ce que Winterthur est une société en bon état et a un potentiel de croissance? Qu'est-ce que ça vous apporte stratégiquement? Comment vous allez l'intégrer? Et là, on voudrait vous donner un certain nombre d'éléments de réponse supplémentaires à ces trois questions, avec une ligne directrice extrêmement claire, c'est que plus les jours passent, plus on est content d'avoir fait cette acquisition, parce qu'on considère que c'était stratégiquement fort intéressant, mais que ça s'avère en plus opérationnellement extrêmement satisfaisant. Sur l'état de Winterthur elle-même, d'abord, quand vous regardez les résultats 2006 qui sortent, je pense qu'il y a une réponse relativement claire à la problématique de croissance et de rentabilité. Quand vous regardez leurs affaires nouvelles enviées par une retraite, elles progressent un petit peu plus vite que les nôtres. 6% seulement en Suisse, certes, mais à peu près 20% sur l'Europe continentale et 37% au Royaume-Uni. Ça veut donc dire que c'est une entreprise qui a des réseaux et des produits compétitifs. Quand vous regardez en non-vie, en dommages, là, leur progression est plus modeste que la nôtre. Elle est de 2%. En Suisse, elle est de 2%. Elle est un petit peu plus forte en Europe continentale hors de Suisse. Donc là aussi, ça montre que c'est une société dont le marché n'avait en réalité pas complètement perçu le retournement. Et c'est bien le point qui nous intéressait. Quand on regarde leurs résultats, si on s'intéresse à la partie du résultat qui est celle des activités que nous allons conserver, parce que vous avez vu qu'on a assez rapidement revendu la partie dommages américaine, à un prix d'ailleurs très satisfaisant, leurs résultats progressent de façon satisfaisante en 2006 et leur ratio combiné s'améliore. Ils reviennent de loin, parce qu'il y a quelques années, ils avaient un ratio combiné, comme la plupart des acteurs du secteur, d'ailleurs y compris nous, hein, qui était très largement au-dessus de 100. Ils sont maintenant à peu près 95, avec une situation de réserve qui est une situation de réserve extrêmement saine. Donc c'est une affaire en bon état, avec un vrai potentiel de croissance. Premier élément de réponse. Deuxième élément, qu'est-ce que ça nous apporte stratégiquement? Ça nous apporte des choses qui sont loin d'être négligeables. Si vous regardez
regardez ce que Winterthur représente comme addition par rapport à ce qu'était le périmètre d'AXA, c'est à peu près 20%. C'est 18% sur la partie vie épargne retraite, c'est 22% sur la partie dommages. C'est la confortation de nos parts de marché dans un certain nombre d'endroits. C'est une fusion qui est une fusion importante en Belgique, en Allemagne, en Espagne en particulier. Et là... Enfin, pour la Belgique et pour l'Allemagne, c'est mené sous la supervision de Freddy Bouckaert. C'est une occasion pour nous d'obtenir des effets de la taille critique et de devenir, on l'était déjà en Belgique, mais de devenir un acteur majeur sur ces marchés. Ça nous ouvre aussi de nouveaux marchés, comme la Suisse, qui est un marché extrêmement profitable, qui à bien des égards d'ailleurs ressemble à ce qu'était le marché belge il y a quelques années. Et ça nous ouvre une fenêtre sur les pays émergents de l'Europe de l'Est ou les nouveaux pays européens, qui était quelque chose que l'on recherchait. Donc stratégiquement, on considère que c'est une bonne addition aux activités du groupe. Alors ensuite, c'est pas tout d'acheter la société, il faut aussi l'intégrer. Comment se passe l'intégration ? De façon assez simple. En 18 ans de présence dans AXA, je pense que c'est l'intégration la plus rapide, enfin je suis sûr que c'est l'intégration la plus rapide que je vois. Pourquoi ? Parce que le bon degré de collaboration avec les équipes de Winterthur et les équipes du Crédit Suisse nous a permis de faire bouger les choses avant même qu'on ne devienne les propriétaires légaux de la structure. Donc on a pu, dès le mois de septembre, désigner les nouveaux patrons qui ont désigné leurs nouvelles équipes. À la fin du mois de novembre, on avait obtenu d'eux une vision sur les plans stratégiques 2007-2009. Et donc dès le 1er janvier, quand la nouvelle configuration s'est mise en place, les équipes ont pu commencer à travailler, non pas en regardant le passé, mais sur le futur, en s'intéressant à ce que seraient les sujets d'intégration. On peut dire aujourd'hui que les stratégies de marque sont clarifiées partout, que les structures cibles sont clarifiées partout. Les défis opérationnels, ils sont relativement clairs. Sur la Suisse, c'est simple, c'est extraire les synergies, accélérer la croissance. Winterthur a une croissance trop faible en assurance vie individuelle et on pense qu'en dommages, on peut, avec un bon travail de segmentation des portefeuilles, là aussi un petit peu changer les choses. Je pense également que dans le domaine du marketing, il y a un certain nombre d'améliorations possibles sur le marché suisse. En Allemagne, on acquiert une clientèle qui est une clientèle extrêmement intéressante puisque Winterthur avait acheté une société qui travaillait beaucoup avec les salariés de la fonction publique et les syndicats. C'est une clientèle qui ressemble un peu à celle de la GMF en France. Les choses en matière d'intégration se passent bien. Le dirigeant de Winterthur en Allemagne était quelqu'un qui venait de chez nous, donc qui présente l'avantage de connaître par cœur les deux sociétés. C'est lui qu'on a mis en charge. L'intégration se passe bien. En Belgique, la problématique, c'est la gestion active des relations avec les courtiers. L'importance des deux sociétés additionnées est telle qu'on pèse d'un poids extrêmement lourd dans le portefeuille de certains courtiers. Donc là, le risque, c'est d'avoir une légère attrition des parts de marché. On regarde ça avec attention, mais la fusion se passe bien et permet d'extraire des économies d'échelle qui sont significatives. En Espagne, la problématique est la même. Donc, où est-ce qu'on en est du point de vue de l'intégration ? Elle avance bien, elle avance même mieux que ce que nous pensions, puisqu'on révise à la hausse le potentiel de synergie qu'on pense extraire de cette opération. On avait déjà dit que l'opération serait une opération fortement relutive pour les actionnaires d'AXA, puisqu'on avait annoncé qu'en 2009, elle serait relutive de 7% par action. On augmente cet objectif aujourd'hui, puisqu'on dit que le total des synergies va passer de 280 millions à 350 millions d'euros. D'où ça vient ? D'une intégration plus rapide, notamment par le fait que dans tous les endroits dans lesquels on avait à redéployer les effectifs, les choses se passent plus rapidement que prévu. Il n'y a pas que ça, mais il y a notamment ça. Le coût de mise en œuvre de ces intégrations, quant à lui, on le révise un petit peu à la hausse, mais pas du tout dans les mêmes proportions, puisqu'on le révise de 20 millions d'euros sur 500. Donc vous voyez, c'est quelque chose, une augmentation des synergies de l'ordre de 25%, avec une augmentation des coûts de mise en œuvre qui est de l'ordre de 4%. C'est quelque chose qui nous semble plus que comestible. Où est-ce qu'on en est maintenant au niveau du groupe dans son ensemble ? Quelles sont les perspectives ? Dernier coup d'œil sur 2006, c'est une année de forte progression de l'activité et des résultats. Encore une fois, une croissance organique du chiffre d'affaires de 11% à périmètre constant, une croissance de 20% des résultats et une modification de 30% du périmètre du groupe. Parce que Winterthur et les autres acquisitions, c'est une modification d'un peu plus de 20. 11% de croissance du chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 10. L'addition des deux, ça fait une modification du périmètre et donc une base pour les résultats futurs qui augmente
augmente assez significativement. Tout ceci dans un environnement dont nous pensons qu'il reste favorable. Bien sûr, à un moment ou à un autre, il peut y avoir un accident sur les marchés ou un accident sur la croissance mondiale, mais nous sommes relativement confiants et je dirais à environnement relativement inchangé, on est très confiant sur la mise en œuvre de nos objectifs 2012. On pense que dans les 3 segments de marché, on va continuer à bénéficier des efforts qu'on a faits. En vie épargne retraite, ce sont des efforts d'amélioration de la qualité des produits, d'accélération de l'innovation, d'extension de la distribution. Le déploiement de la gamme de produits américains accumulateurs dans l'ensemble du groupe commence à produire des effets qui sont tout à fait visibles. C'est une initiative qui a été beaucoup poussée par Kip Condron au niveau, je dirais au niveau global, et on voit que ça commence à avoir des effets. En matière d'assurance dommage, oui, les marchés sont compétitifs, mais vous avez vu ce que Denis Duverne vous a dit sur les évolutions de prix. On ne les juge pas du tout dramatiques. Deuxièmement, nos tarifs sont compétitifs puisqu'on a engrangé un nombre assez significatif d'affaires, même très significatif d'affaires nouvelles en 2006. Donc on est en face de marchés qui sont plus compétitifs. Mais pour faire face à cette compétition, on fait ce que fait n'importe quel acteur industriel. On améliore notre souscription, on essaye de baisser nos coûts de fonctionnement et le coût de nos règlements de sinistres. C'est quelque chose qui nous permet de faire face dans de bonnes conditions. Enfin, en matière de gestion d'actifs, on a 2 ensembles avec AllianceBernstein d'un côté, AXA Investment Managers de l'autre, qui sont vraiment au mieux de leur efficacité, parce que 73 milliards d'euros de collecte nette l'année dernière, ça montre que les produits et les performances sont bonnes. Donc on est relativement confiant sur l'évolution de cette activité. Et enfin, on pense qu'on a une capacité structurelle à extraire un volume de plus-value de nos portefeuilles actions qui s'est plutôt accru. Donc tout ça, ça dessine un paysage dans lequel les fondamentaux du métier restent des fondamentaux très solides et dans lequel le modèle opérationnel qu'on a mis en place depuis plusieurs années se déploie maintenant de façon complète et nous permet de capturer une croissance profitable dont on estime qu'elle est structurellement supérieure à celle de beaucoup de nos concurrents. Alors il nous reste beaucoup à faire, mais on est dans une situation qui est une situation qu'on juge vraiment maintenant très, très saine. Voilà ce que je voulais partager avec vous en insistant sur un point, c'est que vraiment la vision managériale qu'on a, c'est que cette prospérité du groupe, elle doit bénéficier à tout le monde, je veux dire aux clients sous la forme de produits plus compétitifs et je dirais de propositions attractives, aux actionnaires sous la forme des résultats, mais aussi aux collaborateurs sous la forme de, je dirais, perspectives de développement de carrière qui soient améliorées et au travers du fait qu'on va faire de chacun d'entre eux des actionnaires du groupe. Donc voilà où on en est et on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Pour les questions, je vous demande de lever le doigt, de vous présenter si vous le voulez bien, parce que certains des membres du Management Board ne vous connaissent pas tous. Oui. Oui, bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume Maujean, Les Échos. J'avais 3 questions. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en détail sur le plan d'actionnariat salarié et dire notamment ce que vous comptez faire en France, parce que Generali par exemple a distribué des actions gratuites. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire ? Comment vous allez procéder dans les autres pays? Deuxième question, sur les 11 acquisitions, je voulais savoir quel montant total ça représentait. Et troisième et dernière question, sur vous aviez dit, si je me souviens bien, avoir acheté Winterthur pour 1,5 fois la Modded Value. Je voulais savoir combien la vente des activités américaines ramenait ce multiple. Ouais. 3 excellentes questions. Sur l'actionnariat salarié, on fait voter une résolution qui permet de distribuer jusqu'à 0,7% du capital sur l'ensemble du groupe. Ensuite, sur le détail, moi je ne souhaite pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que je pense que la négociation sociale est un élément important dans le fonctionnement de l'entreprise et que la flexibilité du modèle pour l'adapter notamment à ce que sont les contraintes locales, qui peuvent être fiscales, qui peuvent être d'une autre nature, c'est quelque chose d'important. Donc on va, le principe il est absolument clair, on va maintenant dans les différents pays discuter des modalités pratiques de mise en œuvre avec nos interlocuteurs.
Sur la deuxième question, qui est la question des acquisitions, bon, il y a eu Winterthur, il y a eu Think Destiny, il y a eu 2 courtiers dommages en Angleterre, il y a eu la banque en Grèce. La filiale. Oui, pardon, la filiale assurance de la banque d'Alpha Bank en Grèce. MLC. Il y a eu MLC à Hong Kong en assurance vie. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu la conclusion de l'achat de Citadel au Canada. Absolument. Citadel, qui était une filiale de Winterthur qu'ils ont vendue avant de nous vendre Winterthur. Donc au total, tout ça, ça fait, on avait payé en fait à peu près 8 milliards d'euros pour Winterthur. Ça fait au total un peu plus de 9, ça doit faire un peu 9 milliards d'euros. Hein. Pardon, troisième question, l'embedded value, les activités américaines. Denis, tu veux répondre? Oui, effectivement, on a vendu les activités américaines de Winterthur pour un prix supérieur à celui que nous avions anticipé dans l'acquisition de l'ensemble. Bon, donc ça a un impact favorable. L'autre impact favorable que l'on voit, c'est évidemment l'augmentation de notre objectif de synergie de 25%, qui fait qu'au total, on a une valeur de l'ensemble qui est supérieure à ce qu'on avait estimé. Je ne suis pas capable de vous ramener ça à un rapport prix sur embedded value, mais Winterthur s'avère être une très bonne acquisition, puisqu'on y trouve plus de valeur que ce qu'on avait disons, calculé initialement. Autre question? Yeah. Une question devant. Bonjour, Holger Arlich, Handelsblatt, presse économique allemand. 3 questions. Première encore une fois Winterthur, sur le fait que vous avancez plus vite que prévu dans l'intégration. Est-ce qu'on peut savoir dans quel marché s'agit-il? Parce que M. Dever m'a dit, en Allemagne, les discussions avec le syndicat peuvent durer jusqu'à 12 mois. Ça veut dire pour moi, en Allemagne, c'est pas dans le tête de le peloton. Deuxième question sur votre slide 51 sur l'analyse de value VAN par pays. On voit qu'en grande partie de croissance vient d'une mise en jour favorable de l'hypothèse relative à la mortalité et la croissance des affaires nouvelles est assez maigre. Est-ce que vous êtes satisfait avec la croissance au niveau de volume? Et troisième question. Attendez, dans quel pays, pardon? Parce Allemagne. En Allemagne, oui. 51, page, pardon, 50, voilà, en bas là. D'accord. Et troisième question, je vois dans le tableau que le bénéfice en assurance vie, épargne retraite en Japon est en forte baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Okay. Oui, on avance sensiblement plus vite que prévu sur Winterthur. C'est ça d'ailleurs, c'est un des éléments qui nous conduit à réviser à la hausse les objectifs de synergie, y compris en Allemagne. Hein, alors, c'est vrai qu'en Allemagne, le rythme, parce qu'il y a des contraintes spécifiques à ce pays-là, le rythme est toujours un rythme qui est un petit peu plus lent que dans d'autres pays. Mais, wenn die Deutschen sich bewegen, à ce moment-là, on ne les arrête plus. Donc, alors, comment ça se passe? Ça veut dire simplement, par exemple, je vais prendre un exemple qui est l'exemple du siège social en Suisse. Bon, les activités suisses de Winterthur opérationnelles sur le terrain, c'était enfin, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser. La fusion n'était pas très compliquée. Il y avait 5 ou 6 000 personnes chez Winterthur, 200 chez AXA en Suisse. En revanche, il y avait un siège social qui était un siège de groupe important qu'il fallait faire décroître, bon, et fermer en réalité, à l'exception de quelques activités groupes qu'on a décidé de localiser en Suisse, certaines fractions du risk management, certaines fractions du run-off parce qu'ils avaient des équipes qui étaient extrêmement compétentes et qui complétaient bien les nôtres. L'évolution de ce sujet siège social a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Ce qui, au passage, petite parenthèse, en dit long sur l'effet positif d'une flexibilité sur le marché du travail. Parce que plus de 90% des collaborateurs de Winterthur qui travaillaient au siège et qui nous ont quittés ont d'ores et déjà retrouvé un travail. Et on est dans une problématique dans laquelle ils nous ont plutôt demandé à partir plus tôt que ce qu'on avait anticipé que l'inverse. Donc ça, c'est un exemple. En Belgique, en Espagne, etc., il y a un certain nombre de choses, notamment en matière d'effectifs,
qui avance. Hein. On est dans les négociations sociales, mais ça avance bien. Et puis sur le plan technique, on a trouvé des synergies dans des endroits dans lesquels on les avait un peu sous-estimés. Donc voilà, donc ça avance bien dans beaucoup d'endroits. La croissance en Allemagne, la page 51 à laquelle vous faites allusion, on est très satisfait de la situation en assurance vie en Allemagne. Parce que le gros challenge pour nous, en 2006, c'était de lancer ce nouveau produit qu'on appelle TwinStar. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur deux choses, à la fois la capacité de ce produit à atteindre des volumes significatifs et la capacité de ce produit à changer le paysage en termes de marge bénéficiaire pour nous. Quand vous regardez ce que sont les résultats de l'Allemagne en 2006, pour nous, la profitabilité des affaires nouvelles en assurance vie, elle a triplé du fait de l'introduction de ce produit. Et ce, alors même que nous pensons qu'il a encore un potentiel très important. Parce que sur ce qu'on appelle les primes périodiques, on est très bien par rapport à ce que sont nos objectifs de chiffre d'affaires. Sur les primes uniques, on est encore en retrait. Je rajouterais que quand on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année où on a un accord de distribution avec une banque allemande qui s'appelle SE Banken, on considère que les choses évoluent de façon très intéressante. Hein. Donc on est plutôt, il reste beaucoup à faire, mais on est plutôt content de la croissance en Allemagne. Juste une question bis. TwinStar aujourd'hui dans l'assurance vie a à peu près quelle partie dans la vente de produits assurance vie à peu près? Pour avoir une idée de... Dans le total des ventes en 2006, quelle est la part de TwinStar? C'est l'essentiel de l'augmentation de la profitabilité. On peut revenir vers vous. Oui, on va revenir vers vous avec le chiffre, parce que comme c'est un produit qui est monté en puissance au cours de l'année, il ne faut pas qu'on vous dise de bêtises, ça a commencé vers mars-avril. On va trouver le chiffre, on va vous le donner. Pardon, tu veux répondre sur le Japon? Oui, sur le Japon, en fait, la progression du résultat est de 1% seulement en 2006, mais il y avait des éléments non récurrents en 2005 qui représentaient plus de 60 millions d'euros. C'était indiqué dans une des pages que je vous ai présentées, que je vais retrouver rapidement, qui était la page 18. Et donc, si on 67 millions d'euros de non récurrents, donc en réalité, la progression, elle est de l'ordre de 20% si on élimine ces éléments non récurrents de 2005 qui étaient liés à, je dirais, à la fois des réalisations de plus-value importantes et une réévaluation des hypothèses sur les conditions futures des marchés, enfin des taux d'intérêt. Donc, hors éléments non récurrents, le Japon progresse en résultat de l'ordre de 20%. Et sur TwinStar, ça représente 12% des ventes en APE. Ça veut dire qu'on vend encore beaucoup d'autres produits, mais ça représente une part sensiblement plus importante de la profitabilité, puisque c'est en bonne partie grâce à TwinStar que notre marge sur affaires nouvelles a passé de peu près 10% à peu près 30%. C'est un point très important, hein, parce que la problématique sur le marché allemand, c'est que les produits traditionnels n'étaient pas rentables. L'intérêt de TwinStar, c'est que c'est un produit qui est à la fois extrêmement intéressant pour le consommateur, parce que c'est la performance des produits en unité de compte avec des garanties en cas d'accident sur les marchés, que le client paye, mais des garanties. Hein. Donc c'est un produit qui est bon pour le consommateur et c'est un produit qui est bon pour le vendeur, entre guillemets, puisque les marges sont bien meilleures que sur les produits qui sont des produits traditionnels. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, c'est une illustration très précise de ce qu'est l'avantage de notre modèle industriel. C'est très compliqué de concevoir des produits comme ça. Hein. Et c'est très compliqué, notamment, tout l'intérêt du produit réside dans la combinaison de la performance et de la couverture. Et mettre en place les programmes de couverture, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut une ingénierie extrêmement sophistiquée. Et c'est parce qu'on a développé ces savoir-faire aux États-Unis qu'on a pu, maintenant, dans le reste du groupe, créer une plateforme de hedging en Europe. C'est quelque chose qui nous différencie d'un grand nombre de nos concurrents. Oui. Blanca Rimer, Merger Market. Monsieur, vous avez dépensé donc l'an dernier 9 milliards d'euros pour 11 acquisitions. Je voulais vous demander quels sont vos objectifs pour 2007. Est-ce que vous comptez poursuivre sur le même tempo ou est-ce que vous allez ralentir? Aussi, est-ce que vous seriez à la recherche d'autres acquisitions qui peuvent considérablement augmenter le périmètre ou est-ce que vous commencez déjà, surtout après Winterthur, à atteindre la taille critique?
Et enfin, quelles sont les zones et les pays prioritaires, étant donné que vous avez quand même fait beaucoup de choses en 2006? Merci. Je comprends votre question et nous y répondons toujours de la même manière. La stratégie du groupe n'a pas changé, ceci depuis environ 25 ans. C'est d'être dans un métier qu'on appelle la protection financière, de l'exercer au niveau global et de combiner la croissance organique et la croissance externe. En matière de croissance externe, la règle, dès lors qu'on sait très exactement ce qu'est notre métier et ce que sont les zones géographiques dans lesquelles on a envie de croître, c'est d'être du pragmatisme le plus absolu. Donc je ne sais pas quel sera le volume d'acquisition en 2007. Je ne sais pas où sera la prochaine opportunité. Ce que je sais, c'est que nous avons un modèle opérationnel qui est efficace en place, ce qui est démontré par une croissance organique forte, qui nous met en situation, si une opportunité se présente, de la saisir extrêmement vite. Ce qu'on a démontré avec Winterthur, ce qu'on a démontré avec un certain nombre d'autres acquisitions. On a d'ailleurs, depuis le début de cette année, annoncé un certain nombre de choses nouvelles. On a acquis en Angleterre une société de distribution enfin une société d'assurance qui distribue des produits d'assurance automobile totalement par Internet, sans aucun centre d'appel, quelque chose qui s'appelle SwiftCover, qui est à l'extrême pointe de l'innovation et de la compétitivité dans ce domaine-là. Il y en aura peut-être d'autres, il n'y en aura peut-être pas d'autres, j'en sais rien, on verra, c'est en fonction des opportunités. On n'a pas d'objectif de dépenses ou d'objectif de... ce serait le meilleur moyen de faire des bêtises. En revanche, on est l'œil ouvert et si des opportunités se présentent à des conditions qui nous plaisent, on est capable de les saisir. Mais ça ne veut pas dire qu'on les saisit toutes. Quand on regarde le nombre de dossiers qu'on a examinés l'année dernière par rapport au nombre d'acquisitions, le nombre de dossiers qu'on examine est un multiple élevé du nombre d'acquisitions qu'on réalise. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout de même quelles sont ces zones, parce qu'on ne les a pas toutes... Oui, toujours les mêmes. Hein. L'Europe, l'Amérique du Nord, les pays émergents en Europe et en Asie. Et comme on l'a montré avec Winterthur et les autres transactions, on s'attache à ce que ces transactions soient relutives pour l'actionnaire. Et donc, on a une capacité d'exécution qui n'a pas cessé de s'améliorer. Et donc, notre appétit d'acquisition sera aussi à la mesure de notre capacité d'intégration. Il y a évidemment toute une partie du groupe, à peu près la moitié, qui est aujourd'hui très occupée avec l'intégration de Winterthur, dans laquelle il est vraisemblable que le nombre d'opérations nouvelles sera extrêmement limité dans les 18 prochains mois. Mais en revanche, il y a 50% du groupe à peu près qui n'est pas concerné par l'intégration Winterthur, sur lequel il y a une flexibilité forte. Mais voilà, je veux dire, on verra, c'est la vie. Hein. La possibilité de croissance externe d'AXA est illimitée d'après ce... Non, il ne faut pas dire ça comme ça, parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'on est complètement irréaliste. Et la capacité de croissance d'AXA, elle dépend de la qualité de ses performances opérationnelles. Celles-ci sont élevées, mais cette croissance sera toujours marquée par le pragmatisme le plus absolu, dès lors que les acquisitions sont totalement dans le métier et dans les zones géographiques qu'on a choisi de privilégier. C'est ce qu'on dit tous les ans, et quand vous nous reposerez la question l'année prochaine, on vous dira sûrement la même chose. Et Gentile et Anne, ça c'est toujours la même question, après 10 ans, je crois que je la pose. Est-ce que pour ce qui concerne le général, il faut changer de lecture ou il faut toujours se tenir au Deserto dei Tartari? Oui, si, je voudrais savoir si vous êtes dans le capital de Capitalia et si oui, dans quel but? Vous savez, les Français et l'Italie, c'est une histoire qui remonte à bien avant la Renaissance même. Donc le désert des Tartares, c'est un livre qu'on peut toujours relire avec intérêt parce que c'est un très très beau livre. Deuxièmement, l'Italie ne se limite pas à Generali. Troisièmement, on est là aussi d'un pragmatisme très, très grand. Comme l'a dit Denis Duverne, ce qu'on souhaite quand on fait des acquisitions, c'est qu'elles fassent du sens. Donc il faut qu'elles nous donnent des positions de marché significatives. Il faut aussi qu'elles se fassent à des conditions de coût et avec des perspectives d'exécution qui nous permettent d'en faire des opérations bonnes pour les clients et pour les actionnaires. Donc on n'est pas décidé au motif qu'on aurait un pays dans lequel on est un peu moins présent qu'un autre à faire n'importe quoi. En revanche, quand il y a des opportunités, on les examine extrêmement sérieusement.
Et quand on a nos détentions dans toutes les sociétés qui sont cotées en bourse dans le monde entier, on ne les publie pas, on ne les publie que quand on franchit des seuils réglementaires. La gestion de nos portefeuilles nous conduit à franchir, enfin conduit nos asset managers à franchir dans la gestion pour compte de tiers des seuils qui fait qu'on publie les détentions que nous avons dans différentes sociétés dans le monde de façon régulière, mais on n'a pas l'intention de publier nos pourcentages de détention dans toutes les sociétés de la planète. Oui, Pascal Denis de l'agence Reuters, vous m'entendez ? Oui. Oui, Pascal Denis de l'agence Reuters, j'avais 2 questions. Je voulais savoir quelle était votre anticipation de croissance en asset management où vous avez eu 2 années de très forte croissance, si vous pensez que la tendance peut se poursuivre encore une 3e année. D'autre part, je voulais savoir quelle était l'évolution de votre ratio d'endettement, s'il vous plaît. D'accord. Sur l'asset management, c'est sûr qu'on a eu 2 années excellentes, ce qui veut dire que les performances des produits sont bonnes et que la pénétration dans la distribution augmente. Vous avez vu que l'essentiel de la collecte est une collecte pour compte de tiers, ce qui prouve là aussi que les gestionnaires d'actifs sont des gestionnaires hyper compétitifs puisqu'ils sont capables d'aller chercher des clients en dehors de nos propres réseaux. Alors ce qu'on pense, c'est qu'on est très confortable avec ce que sont les objectifs 2012, c'est-à-dire le fait qu'on sera capable dans ce secteur-là d'avoir une croissance sensiblement supérieure à 10%. Est-ce qu'une performance à 30% est répétable tous les ans ? Probablement pas. Maintenant, ça dépend de l'environnement international, ça dépend d'un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on a une vue pessimiste de nos affaires d'asset management. Au contraire, hein. Quand vous regardez ce qu'est le track record, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs européens qui ont connu durablement des succès dans le périmètre nord-américain en matière d'asset management. Regardez ce qu'est devenu Allianz Capital puis Allianz Bernstein depuis 1991, date à laquelle on en est devenu propriétaire. Regardez ce qu'est devenu AXA Investment Managers, qui a démarré de zéro en 1993. Regardez dans les acquisitions récentes qu'on a fait. Si vous prenez par exemple AXA Rosenberg, on a acheté Rosenberg, c'était en 99. Hein. Quand on a acheté Rosenberg en 99, ils géraient 6 milliards de dollars d'actifs. Aujourd'hui, ils en gèrent plus de 100. On a acheté Framlington à HSBC il y a maintenant 18 mois. Le volume des actifs sous gestion a doublé. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est 2 choses. Hein. C'est le fait qu'on a une vraie capacité d'intégration, c'est aussi le fait que le modèle industriel qui est le nôtre est un modèle industriel qui permet de générer une croissance supérieure à celle du marché. Pourquoi ? Parce que les sociétés d'asset management, il faut voir ça un peu comme des laboratoires de recherche. Hein. On a des laboratoires de recherche et des laboratoires de risque qui fabriquent des produits, quelquefois séparément les uns des autres, quelquefois ensemble, qu'on met ensuite dans des réseaux de distribution qui leur donnent des tailles critiques qu'ils n'auraient pas s'ils restaient des laboratoires isolés. Bon. C'est ce qui s'est passé sur AXA Rosenberg, c'est ce qui s'est passé sur Framlington, c'est ce qui se passe sur Allianz Bernstein, c'est ce qui se passe sur l'immobilier avec AXA Real Estate, c'est ce qui se passe sur le private equity avec AXA Private Equity où on est parti de zéro, on est maintenant à 11 milliards d'euros. Bon, cette capacité-là, il n'y a pas de raison qu'elle change. Si on continue à avoir par nos chercheurs, entre guillemets, une fabrication de produits qui sont des produits très compétitifs, la capacité des réseaux propriétaires et non propriétaires à les absorber, elle va rester très forte. Donc ça devrait nous permettre d'avoir une croissance qui reste forte. Ce ne sera pas forcément de 29% tous les ans. Sur la deuxième question, qui est celle du ratio d'endettement, alors je vous rappelle qu'on ne publie pas aujourd'hui le bilan d'AXA, puisque le bilan d'AXA, on le publiera le 10 avril, parce que c'est un bilan qui intégrera Winterthur, qu'on a acheté Winterthur le 22 décembre. Donc c'est à ce moment-là qu'on donnera des informations de cette nature-là, et pas maintenant. Oui. Bonjour, Stanislas Touchot de l'agence France Presse. Je voulais juste vous demander de revenir sur 2 petites choses. D'abord, le montant exact de la plus-value sur la cession d'AXA Re. Et deuxièmement, sur le chiffre de 226 millions sur les pertes sur actifs financiers, pour confirmer qu'il s'agit bien essentiellement, voire totalement, d'un impact de la hausse des taux d'intérêt. Alors, la plus-value sur AXA Re, c'est 66 millions d'euros. Les mouvements qui sont, que vous évoquez sont effectivement des mouvements qui résultent uniquement du mark-to-market d'instruments dérivés qui ne sont pas qualifiés en IFRS d'instruments de couverture, même si économiquement ce sont des instruments de couverture. C'est principalement des instruments de taux, accessoirement des instruments de devise, mais c'est principalement des instruments de taux, et donc c'est principalement l'effet de la hausse des taux d'intérêt. Autre question ?
Oui, bonjour, Philippe Calvet de l'agence Reuters. J'avais deux questions. Une question assez précise. Selon la presse et les sources du marché, Axe s'intéresse à une assureur italienne qui s'appelle MPS Vite et je voulais savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Et puis j'avais une deuxième question un peu plus générale. Axe est un des plus grands acteurs de la place de Paris. En tant que le chef d'une des plus grandes entreprises françaises, quel candidat des élections présidentielles serait le mieux pour, oui, pour la place de Paris? Merci. Sur la première question, on ne commande jamais sur les discussions en cours. Et sur la deuxième question, on ne commande jamais sur les questions personnelles dans les réunions sur les résultats. Ouais. Vous avez annoncé, Séverine Solier, La Tribune, vous avez annoncé que le produit accumulateur serait généralisé en Europe en 2007. Je voudrais savoir si ça sera le cas en France et si vous allez utiliser l'euro diversifié pour le faire. François. On lance ce produit au printemps, c'est-à-dire maintenant en France. Et on le lancera dans tous nos réseaux de distribution, y compris sans doute dans quelques temps après dans les réseaux tiers. Mais c'est un produit qui nécessitera sans doute un temps d'explication dans les réseaux, dans nos réseaux de distribution, mais sur lesquels on attend un fort développement. Donc c'est un produit à la fois complémentaire dans la gamme, mais c'est aussi un produit qu'on poussera beaucoup. Et évidemment, en 2007, vu la date de lancement, on n'aura pas une croissance significative. Ça s'attirera pas notre chiffre d'affaires, mais ça sera les objectifs que nous avons, c'est un chiffre d'affaires significatif dès 2007. Et en 2008, évidemment, un déploiement intégral partout. Vous avez annoncé, vous allez distribuer 0,7% du capital. Vous pouvez donner quelques précisions? Ça va représenter combien pour les salariés? On va discuter ça au niveau local. 0,7% du capital, bon, c'est une enveloppe maximum, ça fait 14 millions d'actions. Si on emploie les dispositifs légaux qui existent, c'est des actions qu'on peut distribuer qui deviennent accessibles en moyenne, je simplifie. 4 ans plus tard, notre intention, c'est pas que dans 4 ans, le prix de l'action soit au même niveau qu'aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est un engagement très significatif des actionnaires pour faire en sorte que les collaborateurs trouvent une contrepartie au développement du groupe, au-delà bien sûr de ce qui se passe par ailleurs en termes d'évolution de leur rémunération et de leur carrière. Mais symboliquement, ça nous semblait très important de bien montrer que le développement et la prospérité du groupe bénéficieraient à tout le monde et que chacun avait la possibilité de devenir actionnaire. Il y a déjà... Les salariés sont déjà très engagés sur le plan d'épargne entreprise. Les souscriptions sur 2006 étaient de 23%, si ma mémoire est bonne, supérieures à ce qu'elles avaient été sur l'année précédente. C'est d'ailleurs, pour les salariés qui y ont participé depuis l'origine, c'est plutôt les opérations d'actionnariat salarié sont plutôt des bonnes opérations puisqu'ils ont en moyenne triplé leur mise. Bon, là c'est quelque chose d'un peu différent. On avait beaucoup de salariés qui, parce qu'ils n'avaient pas une épargne suffisante, n'avaient pas forcément les moyens de rentrer dans le plan d'épargne entreprise ou ne souhaitaient pas le faire. Bon, là, si on s'engage dans un dispositif de distribution d'actions, chacun deviendra actionnaire. Ensuite, il fera ce qu'il voudra des actions le jour où elles seront accessibles. Mais on pense que c'est un moyen de partager la prospérité. Sybille. Sybille Risque, l'Argus Assurance. Je voulais juste savoir si votre volonté, effectivement, donc de distribuer des actions à vos salariés, il y a un rapport de cause à effet avec votre volonté de délocaliser. Bon, la question n'appelle pas vraiment de réponse, ça n'a pas de lien. On peut redire un mot des délocalisations. C'est un sujet qui est
excessivement émotionnel. D'abord, c'est un sujet, enfin, c'est quelque chose qu'on a fait depuis longtemps dans un certain nombre d'autres marchés, notamment l'Angleterre, ce qui explique le développement très fort de nos activités aujourd'hui en Angleterre. Hein, les salariés anglais, quand on les interroge aujourd'hui, ils ont compris pourquoi on avait fait ça. Ça a rendu l'entreprise plus compétitive et en assurance dommages en Angleterre, on a un taux de croissance qui est de l'ordre de 9%, qu'on n'aurait pas si nos produits n'étaient pas devenus compétitifs, en particulier grâce à un certain nombre je dirais, de transferts de processus de production sur Bangalore. Le modèle, il est simple, hein, c'est baisser les coûts de fabrication pour augmenter l'efficacité commerciale, ce qui permet de développer les parts de marché et l'emploi dans les réseaux commerciaux. Bon. Ce qu'on fait en France, c'est la même chose. Au passage, ça se passe sans aucune suppression d'emplois, puisque si on réalise notre objectif 2012, le chiffre d'affaires du groupe en France sera le double de ce qu'il était en 2004, et le nombre de gens qui, entre guillemets, vivront d'AXA sera plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y aura moins d'emplois administratifs peu qualifiés, il y aura davantage d'emplois commerciaux parce qu'on aura plus de clients. J'ai du mal à voir ça comme une opération honteuse, défensive ou de rétractation. Donc voilà. Hein. Je pense qu'il faut regarder l'évolution du monde en adulte et qu'on doit faire de la pédagogie pour expliquer tout ça. Peut-être qu'on n'en a pas fait assez, peut-être qu'il faut qu'on la fasse mieux. Mais enfin, pour moi, les choses sont extrêmement claires. Et en tout cas, aussi longtemps que cette équipe sera aux manettes d'AXA, ne comptez pas sur nous pour vous cacher des choses ou pour avoir de la complaisance sur ces sujets-là. On est là pour assurer la prospérité du groupe dans le long terme. Cette prospérité, c'est aussi celle des salariés. Et quand ça passe par un certain nombre de mesures comme celle-là, qui par moments peuvent apparaître difficiles ou nécessiter des efforts d'explication, on le fera, mais on ne va pas compromettre la qualité du modèle industriel juste par trouille d'aborder des sujets qui sont politiquement sensibles. Hein. Moi, je n'ai pas envie qu'il arrive sur AXA ou dans notre secteur ce qui s'est passé dans d'autres secteurs comme le textile, les chantiers navals, etc., dans lesquels, pour avoir refusé de voir un certain nombre d'évolutions économiques qui étaient inéluctables, notre pays a perdu de sa compétitivité. Question suivante. C'est bon ? Merci beaucoup.